Bonjour à tous. Je pense que nous sommes déjà un certain nombre sur ce live pour vous présenter l'Atlas de l'uranium dans sa version française. Euh, Merci en tout cas à tous d'être présents. Donc, comme je disais, nous allons vous présenter ce soir l'Atlas de l'uranium et avons organisé à l'occasion de sa sortie une conférence avec différents intervenants qui vont revenir sur la situation de l'uranium dans le monde et un petit peu sur son exploitation. Donc, voilà, je vous montre l'Atlas de l'uranium qui est donc composé de plusieurs articles avec de nombreux schémas, cartes et autres, qui pourra se trouver sur le site du réseau Sortir du nucléaire et sur les sites de certains de nos partenaires également. Vous pourrez le commander dans sa version papier sur notre boutique en ligne. Donc cet atlas existe déjà en anglais et en allemand. Il a été édité pour cette édition française et actualisé pour cette édition française par la Nuclear Free Future Foundation, qui est une fondation qui récompense chaque année des initiatives et des personnes qui militent pour la fin de l'ère nucléaire. Par la fondation allemande Rosa Luxembourg qui nous accueille sur ce chat aujourd'hui, sur ce live aujourd'hui, qui est l'une des plus grandes organisations allemandes d'éducation politique située à gauche. Et puis, bien sûr, le réseau Sortir du nucléaire, dont je fais partie, qui a été fondé en 1997 et qui a pour ambition ici en France de regrouper les collectifs et les associations qui luttent pour obtenir une décision politique de sortie du nucléaire en France. Donc, vous retrouverez les liens vers tous ces partenaires, nos sites internet, etc., sur le chat qui sera animé pendant toute cette conférence par ma collègue Louiselle. Et qui prend également vos questions et qui en fera part à nos intervenants à la fin des présentations. Donc ce soir, on aura le plaisir d'entendre tout d'abord Charlotte Mijon, donc du réseau Sortir du nucléaire. On devait avoir la présence de Monsieur Heinz Stockinger du réseau PLAG, la plateforme autrichienne contre le nucléaire, mais il a eu un empêchement de dernière minute, donc il ne pourra pas être avec nous. Nous avons Raphaël Granvaux avec nous, qui est auteur de l'ouvrage Areva en Afrique, ainsi que Amina Wera, qui est cinéaste du Niger, Al-Mostafa Alassane, qui est fondateur de l'ONG Agri-Rinman, également du Niger. Et nous aurons une intervention vidéo de Sean Iserhoff, qui est membre de la Première Nation Cri à Mistinsini, au Canada, et qui est un activiste contre les mines d'uranium dans ce pays. Donc, je vais vous expliquer rapidement le déroulé de notre soirée. On va donc écouter les présentations de nos intervenants. Certains se feront en vidéo, d'autres seront en live avec nous. Et puis, vous pourrez poser vos questions et on prendra un temps, comme je vous l'ai dit, à la fin d'une grosse demi-heure vers 19h pour que les questions soient posées aux intervenants. Voilà, donc nous allons commencer en écoutant cette conférence, en écoutant Charlotte Mijon, qui est la porte-parole du réseau Sortir du nucléaire. Elle va revenir rapidement sur la situation actuelle du nucléaire en Europe, notamment avec le feuilleton de la taxonomie pour bien réexpliquer qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois concernant le nucléaire et puis bien sûr sur l'état de la filière en France.
Charlotte, je te laisse prendre la suite. Merci Anne-Lise. Donc, bonjour à toutes et tous et à ceux qui nous suivent de loin, en France et également dans la francophonie. Effectivement, donc la France est concernée au premier titre par cette question de l'uranium, dans la mesure où nous sommes le pays le plus nucléarisé par nombre d'habitants et où nous avons des entreprises comme Orano qui exploitent l'uranium un peu partout dans le monde. Mais avant de faire un focus sur la France, je voudrais aussi parler un petit peu, comme l'a dit Anne-Lise, de ce qui se joue en ce moment au niveau européen. Vous l'avez peut-être suivi. En ce moment, donc, se déroule le nouvel épisode, on ne sait même pas si on peut dire le dernier, d'un feuilleton qui dure déjà depuis quelques années. C'est-à-dire que l'Union européenne cherche, dans le cadre de son Green Deal, à flécher les investissements pour éviter le greenwashing, de manière à ce qu'ils aillent vers des filières qui sont vraiment vertes. Et elle a mis en place une classification, donc une taxonomie officielle, pour savoir ce qui est vert ou ce qui ne l'est pas. Or, ce que nous constatons, c'est que depuis des années, la France fait le forcing pour faire entrer le nucléaire dans cette taxonomie, en n'hésitant pas à s'allier avec des États qui comptent parmi les moins exemplaires, que ce soit sur le plan environnemental ou le plan des droits humains, que ce soit la Hongrie de Viktor Orban ou la Pologne qui, comme chacun sait, est exemplaire sur le plan climatique. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec actuellement donc une proposition d'acte délégué qui est censé régler le sort du nucléaire dans cette taxonomie, qui propose de faire entrer le nucléaire dans les énergies dites de transition et à ce titre de permettre aux nouveaux réacteurs qui seront construits d'ici à 2045 et aux travaux de prolongation de nouveaux réacteurs de bénéficier de financements privés. Ce qui est une aberration dans la mesure où on ne peut surtout pas qualifier d'activité de transition une technologie qui est aussi lourde, qui nécessite des infrastructures massives qui vont rester en place pendant des décennies et des décennies et qui ne peut que bloquer le trajet vers une Europe 100% renouvelable. Donc, actuellement, malheureusement, le rapport de force est tel que l'acte délégué donc, propose cette inclusion du nucléaire. Mais nous avons quand même quelques signaux qui donnent envie d'espérer, avec d'une part le groupe d'experts sur la finance durable qui s'est opposé à cette inclusion. D'autre part, d'autres experts juridiques qui pointent le fait que un acte délégué, ça peut être utilisé pour régler des petites choses qui ne posent pas de problème politique, mais pas un sujet aussi controversé que le nucléaire. Et enfin, différents pays qui ont exprimé leur opposition, et notamment l'Autriche et le Luxembourg, qui ont déjà exprimé que d'ores et déjà, ils avaient l'intention de déposer un recours en justice si cette taxonomie incluait le nucléaire. Donc, nous espérons que ça va aboutir parce qu'effectivement, le nucléaire n'a rien de vert. Et cette publication permet aussi d'éclairer les débats et de montrer en quoi l'uranium, qui est à la base du nucléaire, ne peut surtout pas être considéré comme écologique, quelles que soient les faibles émissions de gaz à effet de serre du nucléaire. Comme je le disais, en fait, cette contribution, elle est bienvenue dans les débats européens actuels, elle est également bienvenue dans les débats français. La France est à la croisée des chemins actuellement, avec un parc nucléaire vieillissant, avec des incidents qui s'accumulent, y compris d'ailleurs sur des réacteurs récents. Et le projet d'EDF qui consiste à prolonger massivement l'ensemble du parc à 50 ans, voire jusqu'à 60 ans et au-delà, apparaît extrêmement hasardeux. Extrêmement risqué et pose des questions même de faisabilité. La sagesse, on va dire, voudrait de mettre fin à l'utilisation de cette technologie et de se dire on va ne pas
prendre le risque de prolonger ad vitam aeternam des réacteurs qui sont fatigués et qui atteignent leur fin de vie. Mais plutôt que de prévoir la fin de cette technologie dépassée, Emmanuel Macron envisage de remettre des pièces dans la machine. Alors, on n'a pas encore d'annonce officielle parce qu'il se laisse un peu désirer, mais il faut savoir que ça fait depuis au moins 3 ans que l'on a des indices que le gouvernement et EDF sont en train de négocier en vue de la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR avec des premières procédures qui commenceraient dès 2023 et 3 paires de réacteurs qui seraient construites progressivement, la première arrivant aux alentours des années 2035-2037. Ce qui, soit dit en passant, nous apparaît hautement improbable au vu des délais et du fiasco de l'EPR de Flamanville. Ça relèverait de la pensée magique que de penser qu'EDF s'est subitement amélioré de ce point de vue-là. Par-dessus tout cela, Emmanuel Macron a annoncé également son soutien à la construction de petits réacteurs modulaires. Et malheureusement, dans les débats actuels, ce qu'on constate, c'est que la majorité des candidats et candidates à l'élection présidentielle joue une forme de surenchère à qui construira le plus de réacteurs, à qui redémarrera ceux qui sont déjà arrêtés, une surenchère qui est complètement absurde. Au vu de l'état de la filière et du manque criant de compétences, cette relance serait une pure folie, un gaspillage d'argent public au détriment d'une évolution de notre système énergétique qui nous permettrait vraiment de lutter contre le changement climatique. Ce que nous voulons souligner, c'est l'objet de cette présentation ce soir, ceux qui plaident pour cette relance du nucléaire. Se pose-t-il vraiment la question de comment l'uranium est extrait, de quelles sont les conséquences sanitaires, environnementales, en termes de droits de l'homme, pour les populations concernées, parce qu'à elle seule, la pollution générée par les mines d'uranium devrait suffire à ne pas qualifier le nucléaire d'énergie propre. Par ailleurs, nous constatons que dans ces débats-là, certains mythes ont la vie dure. Un petit rappel, par exemple, la dernière mine d'uranium française a fermé en 2001. Et comme vous pouvez le voir dans l'atlas, ça y est, c'est affiché. Voilà, donc ce sont des centaines de mines d'uranium abandonnées qui constellent le territoire et d'ailleurs, il faut relever que certaines continuent à polluer l'environnement des décennies après l'assainissement, les opérations pour même isoler les mines abandonnées, faire en sorte qu'elles ne soient pas accessibles au public, ne sont dans de nombreux cas pas effectuées, et on a de nombreux cas, notamment dans le Massif central, de mines qui polluent les eaux souterraines. Voilà, ceci étant dit, ça veut dire que ces mines sont fermées, elles continuent de polluer, et désormais, la totalité de l'uranium utilisé dans nos centrales provient d'autres continents. Mais on continue à mettre en avant une prétendue indépendance énergétique grâce au nucléaire. Alors, il faut vraiment marteler à quel point parler d'indépendance énergétique pour un minerai qui est extrait sur d'autres continents est un non-sens. J'ajouterais que cet amont de la filière nucléaire est tellement méconnu qu'Orano s'est permis ces derniers mois de mener une campagne de recrutement en direction des jeunes pour rendre le nucléaire cool. Et dans cette campagne, il est affirmé notamment qu'on peut lutter contre le changement climatique avec un caillou tout gentil qui apparaît, peint en bleu, souriant. Voilà. Et pour dénoncer cette banalisation d'un élément radioactif qui est extrêmement polluant, nous avons d'ailleurs porté plainte devant le jury de déontologie publicitaire voilà une semaine. Et nous espérons d'ailleurs que cet atlas va aussi contribuer à ce type de débat, à montrer que non, le nucléaire, ce n'est pas un caillou tout gentil. Pour finir mon intervention, je voudrais donc donner un petit aperçu de certains aspects qui sont abordés dans cet atlas, qui me semblent vraiment précieux à mettre en évidence.
lorsqu'on parle de nucléaire en France, pour savoir ce que cela veut dire, ce que cela a voulu dire aussi, parce que c'est une longue histoire que le nucléaire en France, j'y reviendrai un petit peu, euh, et montrer à quel point cet atlas est utile dans la mesure où il permet d'illustrer tous les différents enjeux qui vont de pair avec l'uranium, qu'ils soient environnementaux, sanitaires, sociaux, de droits humains, économiques, géopolitiques, énergétiques. Par exemple, si on peut montrer, page 13, ce que représente le passé et le présent de l'extraction de l'uranium, la façon dont ça a été montré, dont cela a été marqué par notamment l'héritage colonial. Là, on voit la production cumulée avec notamment donc, des pays qui étaient anciennement très producteurs et maintenant ceux qui ont pris la tête, notamment le Canada, le Kazakhstan, tous les rapports aussi géopolitiques que ça nourrit, d'entretenir des relations, par exemple, avec le Kazakhstan, qui n'est pas la plus grande démocratie du monde. Voilà, ça, ce sont des aspects à avoir en tête. Je disais le passé et le présent, si on peut montrer par exemple page 35, ce que veut dire cet héritage radioactif que l'on laisse aux pays extracteurs. Ainsi, là sur cette carte, vous pouvez voir les quantités de stériles et résidus miniers, notamment les résidus de boue de traitement qui sont extrêmement polluantes, qui sont laissés sur place. Voilà ce que veulent dire quelques décennies, un demi-siècle à peu près, de production d'électricité nucléaire ou un peu plus, et ce que ça va laisser, les quantités que ça va laisser pour des durées de vie extrêmement longues. Ce qui est intéressant dans cet atlas, mais les autres intervenants permettront de revenir dessus aussi, ce sont les enjeux pour tous les peuples autochtones concernés par l'extraction de l'uranium, que ce soit au Niger, chez les Touaregs, que ce soit en Australie, chez les aborigènes, que ce soit chez les différents peuples autochtones d'Amérique du Nord. Par exemple, je trouve très intéressant le graphe page 19 qui montre comment les mines d'uranium sont implantées dans les réserves indiennes, notamment des Navajos. Si on peut, ouais, voilà. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une presque constante de cette industrie polluante et dangereuse à s'implanter dans les territoires de peuples autochtones, de minorités, ou en tout cas souvent dans des pays pauvres, pour qui il est d'autant plus difficile de défendre leurs droits. Et cet enjeu est d'autant plus important que le rapport au territoire est capital pour nombre de ces populations. Cet atlas est également très très intéressant en ce qu'il nous montre aussi un aperçu du business de l'uranium, des échanges entre pays producteurs et consommateurs. Si on peut voir par exemple page 33 le graphe en question. Voilà, qui nous montre à quel point finalement les ficelles sont tirées au nord pour finalement, dans la majorité des cas, en fait, une activité qui ne bénéficie pas aux pays extracteurs. Il en sera peut-être question, mais le Niger, par exemple, continue à être l'un des pays les plus pauvres du monde, malgré la richesse de son sous-sol. J'ai beaucoup parlé déjà, donc je laisse la parole aux autres intervenants. À toi, Annelise. Oui, merci Charlotte pour toutes ces précisions sur l'Atlas et tout ce qu'il permet de montrer. On voit au regard de ce que tu viens de nous dire que à la fois on dirait que c'est pas fini ces histoires d'exploitation de l'uranium. Malheureusement, au vu des politiques actuelles, notamment
tu nous expliquais que les fils étaient tirés au nord et que l'exploitation se faisait effectivement dans les pays du Sud. Effectivement, depuis les années 60, l'exploitation des mines d'uranium, notamment d'abord au Gabon, puis au Niger par Areva, ont été assez intenses. Et justement, notre prochain intervenant, Raphaël Granvaux, s'est largement intéressé à la question dans son ouvrage Areva en Afrique, et où il a pu démontrer que cette indépendance énergétique qui est vendue à tort et à travers ici en France est absolument un mythe. Voilà, donc Raphaël, on vous laisse prendre la suite et nous parler un petit peu de ce mythe, justement. Bonjour, merci. Donc, je commencerai effectivement sur ce thème de l'indépendance énergétique qui est ressassé depuis des décennies pour justifier le développement d'une filière nucléaire surdimensionnée. Et comme ça a été dit précédemment, il s'agit en effet d'un mythe puisque depuis 2001, tout l'uranium français, enfin utilisé en France plus exactement, est importé de l'étranger. Et même avant 2001, c'était déjà le cas pour une grande part, et en particulier, il était importé d'Afrique. Et ce thème de l'indépendance énergétique est permis d'abord par un trucage statistique, puisque ne sont pas comptabilisés comme matière énergétique l'uranium tant qu'il n'est pas enrichi, à la différence du pétrole, par exemple, qui est comptabilisé comme matière énergétique alors même qu'il n'est pas raffiné. Et donc, ça permet de le passer sous silence dans les statistiques énergétiques de la France. Et politiquement, cette occultation, elle est aussi révélatrice d'autre chose, du fait que pendant très longtemps, la France a continué à se sentir en réalité propriétaire des terrains, des sols sur lesquels cette extraction était menée, en particulier lorsqu'elle était faite en Afrique. Et ça a permis également d'occulter aux yeux du grand public les conditions dans lesquelles se déroulait cette extraction. Et cette occultation sur l'extraction de l'uranium, elle a été rendue possible parce qu'elle se trouvait au croisement de deux grandes omertas, de deux grands mécanismes d'occultation. D'une part, les mécanismes d'occultation propres à l'opacité de la filière nucléaire, historiquement à plus forte raison parce qu'il s'est d'abord agi d'une question militaire et d'un programme de développement de la bombe qui a été secret, et puis ensuite d'un programme civil, mais qui est resté lui aussi extrêmement opaque dans son fonctionnement. Et deuxième grand aspect de cette occultation, c'est le fait qu'il est intimement lié à la question du néocolonialisme français, de la France-Afrique, des réseaux FOCAR mis en place par De Gaulle, et puis ensuite de l'évolution de ce système. Puisque, comme je l'ai dit, cette exploitation a longtemps reposé et repose encore aujourd'hui en partie sur des colonies, ou des anciennes colonies maintenant, de la France en Afrique, au Gabon et puis ensuite au Niger. Et d'ailleurs, les acteurs de ces deux domaines, la filière nucléaire et puis la France-Afrique, ont pour partie été les mêmes, à commencer bien entendu par le général de Gaulle, mais quelques grandes figures également comme Pierre Guillaumat, qui ont été à la fois les promoteurs de du développement du nucléaire en France et le responsable de l'entreprise pétrolière Elf, qui servait en réalité de faux nez au service secret français pour organiser des coups d'État ou soutenir des guérillas en Afrique lorsque la France l'estimait nécessaire. Et puis quelques autres acteurs que je ne vais pas citer également. Quand on fait le bilan de cette extraction qui a commencé dans les années 60 et 70, on peut tirer un constat d'une triple catastrophe. Une catastrophe environnementale, une catastrophe sanitaire et une catastrophe sociale, à la fois pour le Gabon, où l'exploitation est terminée depuis 1999, et aujourd'hui pour le Niger. Alors, je ne développerai pas ces aspects parce que je crois qu'ils vont être développés
plus en détail par les intervenants suivants. Mais je voudrais revenir sur un aspect méconnu, un autre type de pollution qui est la pollution de la vie politique nigérienne par la France au nom de cette exploitation de l'uranium et d'une ingérence permanente pour permettre que cette exploitation reste au coût le plus bas, au moindre coût. Depuis que l'exploitation de l'uranium a commencé au Niger, la France n'a cessé en effet de tenter par tous les moyens d'agir sur les pouvoirs politiques pour pouvoir continuer à en bénéficier dans les conditions les plus avantageuses pour elle et les plus défavorables pour ce pays et pour les travailleurs et les populations de ce pays. Avec à plusieurs occasions des bras de fer sur la question du prix de l'uranium notamment, et à chaque fois, de la part de la France, des collusions avec des putschistes, avec des régimes autoritaires, pour essayer de déjouer les tentatives de revalorisation du prix de l'uranium ou de mise en concurrence de l'entreprise française avec d'autres entreprises ou d'autres pays. On peut citer rapidement, par exemple, le cas d'Amani Diori, le premier président du Niger indépendant, extrêmement francophile au départ, mais qui, au moment où le choc pétrolier entraîne une revalorisation du prix des matières premières un peu partout dans le monde, eh bien, estime que lui aussi doit profiter, que son pays doit profiter un peu plus de l'uranium qui est extrait sur son sol. Et en 1974, alors que la France a suspendu les négociations avec ce pays parce qu'elle juge inacceptables les termes de la négociation, et alors qu'Amani Diori doit prononcer un discours à l'ONU, eh bien, il sera opportunément renversé par des putschistes militaires qui porteront un dictateur au pouvoir, c'est Nikunché, avec lequel la France entretiendra ensuite les meilleures relations pendant de longues années. S'il n'y a pas de preuves formelles de l'implication de la France dans le coup d'État, il y a en tout cas de nombreux indices et des faisceaux de présomption qui laissent penser qu'elle n'y était pas étrangère, et en tout cas elle en a profité ensuite jusqu'à la fin du régime de Séni Kountché, puisque ce dernier ne quittera le pouvoir qu'à sa mort. Et par-delà, l'ingérence française ne va pas cesser. Bon, pour aller très vite, il y aura une conférence nationale au Niger, et le Niger va connaître sa première expérience démocratique dans les années 90, mais sera bien vite rattrapé par un putsch en 1996, sur lequel plane l'ombre de Foccart et qui va être très rapidement soutenu par les autorités, par la diplomatie française. Et puis encore un petit peu après, il y aura des relations avec Mamadou Tandja qui vont connaître des hauts et des bas au gré des volontés de celui-ci de respecter les intérêts français ou au contraire de faire jouer la concurrence, en particulier avec les Chinois, à partir du début des années 2000. Et là encore, des manœuvres à la fois d'Areva, qui va mobiliser d'anciens militaires, d'anciens responsables de la cellule Afrique de l'Élysée, ou du pouvoir politique français pour continuer à obtenir les coups les plus avantageux. Autre aspect qu'il faut mentionner, au-delà de ces collusions avec les régimes autoritaires, avec les putschs, etc., c'est le fait que jusqu'à une période encore récente, l'armée française n'était pas présente au Niger. Elle avait quitté le pays au moment où les accords de défense avaient été renégociés en 1974. Et c'est à l'occasion, enfin c'est sous le prétexte de sécuriser l'exploitation de l'uranium d'Areva à l'époque, aujourd'hui Orano, que l'armée française va faire son retour dans le pays lorsque, en 2010, des salariés d'Areva, de Vinci, vont être pris en otage par des groupes djihadistes emportés au Mali voisin. Et à ce moment-là, la France va obtenir l'accord du Niger que ce pays lui refusait jusqu'à présent de déployer des militaires, des forces spéciales sur place
D'abord, sous prétexte de sécuriser l'exploitation minière, de traquer les preneurs d'otages. Et puis, cette présence militaire, comme on le sait, s'est ensuite pérennisée, puisque la France est restée présente dans le cadre de l'opération Barkhane, qui s'étend aujourd'hui sur 5 pays de la zone sahélienne. Aujourd'hui, le Niger fait d'ailleurs figure de meilleur allié de la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le commandement de l'opération Barkhane va d'ailleurs passer du Tchad au Niger. Et la question militaire n'est toujours pas déconnectée de la question nucléaire, puisque, si l'on en croit les rapports parlementaires français, eh bien, l'uranium à usage militaire, utilisé pour le programme, pour la bombe, pour le programme nucléaire militaire français, eh bien, provient en intégralité du Niger, puisque c'est l'uranium de ce pays qui permet à la France de l'utiliser de manière libre de droit, c'est-à-dire sans contrôle de l'AIEA. Et donc aujourd'hui, la France reste encore à 100% dépendante du Niger pour son programme militaire nucléaire. Et ça explique en partie, il y a bien entendu d'autres motivations, mais ça explique aussi en partie pourquoi la France est présente militairement dans cette zone, avec la volonté de la stabiliser, mais des effets qui sont en réalité contre-productifs de ce point de vue et qui participent de la déstabilisation plutôt de tout cet environnement. Dernier aspect que je voulais évoquer, c'est qu'au-delà de ces aspects militaires et diplomatiques, il y a eu également pollution de la vie économique, puisque à la fois la vie politique française et la vie politique nigérienne apparaît polluée par des affaires et des scandales liés à la présence d'Areva. Il y a eu notamment, je pense à 2 affaires en particulier. D'une part, pour côté français et côté Areva, l'affaire Uramine, qui a en grande partie entraîné sa faillite lorsque Areva a racheté en 2007 une junior canadienne qui détenait des permis qui en réalité étaient sans valeur en Centrafrique, en Afrique du Sud et au Sénégal. Et un autre scandale qui cette fois lui a touché le Niger, le scandale dit de l'Uranium Gate, pour résumer rapidement, un scandale de vente circulaire, c'est-à-dire Areva vendant de l'uranium à plusieurs intermédiaires, le tout faisant une boucle pour revenir à Areva, le Niger faisant partie de la boucle, et donc une espèce de vente fictive uniquement pour dégager ce qui s'apparente à des fonds occultes et dont on ne connaît pas encore aujourd'hui tous les tenants et les aboutissants, mais qui semblent avoir alimenté des affaires de corruption. Mais peut-être les affaires judiciaires nous en apprendra plus. En tout cas, voilà le bilan qu'on peut tirer côté pollution bien évidemment côté radioactif, mais également donc pollution côté économique et côté politique pour la présence d'Areva aujourd'hui, Orano, au Niger. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette contextualisation, explication de la problématique. On comprend bien l'enchevêtrement politico-diplomatico-économique qui se joue au Niger. Et donc, je vous propose justement pour la suite de s'intéresser plus spécifiquement au Niger avec 2 de nos intervenants en vidéo. Parce que le Niger, c'est effectivement avec plus de 150 000 tonnes d'uranium produit chaque année, le 8e producteur d'uranium au monde. Et pourtant, c'est l'un des plus pauvres du monde. Il reste en bas du classement. Et du coup, où va cette richesse de l'uranium? Pourquoi est-ce que le Niger n'en bénéficie pas? Il y a une excellente étude de Greenpeace qui a été faite il y a quelques années, qui donnera à nos spectateurs quelques indications.
Et puis, nous allons pouvoir entendre le témoignage de Amina Wera, la réalisatrice nigériane, d'un excellent film sur la situation de la mine d'Arlit, autour de notamment ce qu'a vécu son papa en tant que mineur. Et Bonjour à tous, moi c'est Amina Wera, je suis réalisatrice du Niger et je suis aussi habitante d'Arlit. Et je suis très heureuse de faire partie de cette conférence pour apporter ma modeste contribution par rapport au sujet concernant les conséquences de l'exploitation minière au Niger, plus précisément à Arlit. En fait, pour parler de l'impact même de cette exploitation minière-là, ça se situe, je me dis, à deux niveaux, au niveau environnemental et au niveau sanitaire. Et s'il faut parler du côté environnemental, je pense que le fait qu'il y ait des tonnes de déchets radioactifs exposés à l'air libre dans la ville, rien que ça doit nous interpeller. Parce que connaissant Arlit, c'est une ville qui se trouve au cœur du désert et qui a des tempêtes de sable récurrentes. Donc quand il y a ces tempêtes de sable, le vent emporte tous ces déchets radioactifs dans l'air. Donc l'air que nous respirons aussi est contaminé. Et quand nous respirons cet air, donc la radioactivité s'intègre dans notre corps. Et c'est normal que ça rend beaucoup de personnes malades. Surtout pour quelqu'un qui n'est pas habitué à respirer cet air pollué, et il tombe malade sur le champ. Et aussi, quand on voit ces déchets qui sont exposés et que la population les récupère et les utilise dans les foyers, par exemple pour construire un hangar, pour construire une chambre. J'ai fait un film qui s'appelle La couleur dans le vent qui traite des conséquences de l'exploitation minière à Arlit. Et dans ces films, j'ai plus interrogé la population et il s'est avéré que c'était une population qui était inquiète par rapport aux conséquences de cette exploitation, notamment l'environnement et leur santé. Et par exemple, il y a des personnages qui m'ont fait comprendre que quand ils sont à Arlit, ils sont très malades, mais quand ils vont à l'intérieur du pays, ils se sentent mieux. En fait, on voit que c'est une population qui ne sait pas grand-chose des conséquences de cette exploitation-là. Mais quand même, au fil du temps, ils commencent à se rendre compte du moment où ils arrivent à comparer leur état de santé quand ils sont à Arlit et quand ils sont ailleurs. Donc, de plus en plus, la population commence à s'interroger par rapport à tout ce qui peut arriver comme conséquences néfastes. Et aussi, par rapport même à l'eau qu'ils consomment, ils commencent à s'inquiéter parce que quand ils voient les expatriés venir et qu'ils refusent de boire l'eau d'Arlit. Quand je faisais le film, beaucoup de jeunes, eux, s'intéressaient plus par rapport à l'avenir même de la ville d'Arlit. Parce qu'ils se disaient qu'en fait, l'exploitation minière, c'est quelque chose qui peut d'un jour à l'autre s'arrêter et que leur inquiétude, c'est surtout par rapport à l'avenir d'Arlit. Que va devenir Arlit après la fermeture de ces mines et aussi l'héritage que ces mines-là vont nous laisser. Et effectivement, il y a à peu près quelques mois, moins d'un an, qu'une des mines vient de fermer, c'est la mine Cominac. Et évidemment, on se pose la question par rapport à l'avenir de cette ville-là. Et quand on se retrouve avec des déchets qui sont là, déposés, des tonnes de déchets, et on ne sait pas exactement ce que Orano va faire de ces déchets-là, s'ils vont rester là, et si nous, habitants, on va encore continuer à vivre dans cette ville qui nous a vu grandir. Et quand on voit aussi le démantèlement de cette mine, où aujourd'hui, on ne sait pas si ça va être fait, si ça va être fait correctement. Donc voilà, il y a tant de questionnements qui se posent par rapport à la fermeture de cette mine et à l'avenir même de la ville d'Arlit, du moment où c'est une ville qui s'agrandit de plus en plus.
en espérant qu'à travers ces conférences, à travers ces rencontres, on pourra trouver des solutions et on pourra peut-être mettre la pression à Orano pour que les choses soient bien faites. Oui, je vais répondre rapidement, aux nombreuses, questions et retours sur le son. Effectivement, c'était une vidéo, d'Amina qui est quand même avec nous ce soir, mais pour être sûr que, son message passe, on a enregistré la vidéo parce que sa connexion n'est pas toujours très bonne là où elle se trouve. Elle pourra répondre éventuellement, à vos questions, tout à l'heure. Mais voilà, et puis je rappelle que ce webinaire sera bien sûr disponible ultérieurement, donc vous pourrez réécouter et reprendre le temps d'écouter son témoignage en mettant le son, en augmentant le son comme certains spectateurs ont suggéré. Donc merci beaucoup Amina d'être à la fois ici et d'avoir enregistré ce témoignage qui nous fait bien comprendre ce que peuvent vivre et quelle est l'implication de ces mines et de la perspective de leur fermeture au Niger. Et donc, on va pouvoir écouter le témoignage, cette fois, d'Al-Mustafa Al-Hassen, le fondateur de l'ONG Agri-Rinman, qui est une ONG qui donne une voix aux personnes concernées par les mines d'uranium d'Arlit et au Niger plus largement. Voilà, donc c'est de la même façon, hein, c'est une vidéo qui a été enregistrée. Al-Mustafa est également avec nous pour répondre aux questions à la fin, mais on va pouvoir écouter son témoignage. Bonjour, chers de la presse. Merci de nous avoir donné l'occasion donc, de nous expliquer par rapport à l'exploitation de l'uranium au Niger par les multinationales françaises qui, à l'époque, c'est la CA, par la suite, c'est Cogema et Areva et aujourd'hui Orano. Et donc, depuis les années, bien sûr, 68, l'uranium du Niger est exploité par cette multinationale. Et malheureusement, aujourd'hui encore, le Niger reste le pays le plus pauvre. Et dans ce cadre, il se trouve que encore aujourd'hui, les enfants d'Arlit et ceux qui s'ensuivent sont obligés d'allumer des lampes à pétrole pour lire leurs leçons. C'est vraiment désolant. Ça, c'est donc les pièges économiques. Et de l'autre côté, il y a ce que nous appelons aussi, en fait, les dangers de la radioactivité qu'on ne nous a jamais expliqué pendant l'exploitation ou les démarrages d'exploitation de l'uranium par ces multinationales. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes les héritiers de ce que nous appelons la pollution durable. C'est-à-dire, après 50 ans d'exploitation, aujourd'hui, nous avons que des millions de tonnes d'utérine exposées à l'air libre, évidemment qui contient 80% de la radioactivité. Et bien sûr, le Niger, en même temps, reste le pays le plus pauvre de la planète, malgré l'exploitation de l'uranium pendant 50 ans. Et ce qu'il faut retenir, ce que nous déplorons, c'est qu'Areva nous a jamais dit que la radioactivité est dangereuse. L'uranium, il y a un danger qu'on appelle la radioactivité qui peut porter atteinte à la santé de la population, à la santé des animaux, à la santé des arbres, à la santé tout court. Et c'est cela que nous condamnons avec les dernières énergies. Et d'autre part aussi, nous n'acceptons pas les crimes économiques qui a été commis au Niger. Donc, nous demandons quand même, j'allais dire presque réparation de toutes ces choses, c'est-à-dire dire que, en fait, on a la pollution, on a les maladies, etc. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est inacceptable. Et d'autre part, nous posons aussi la question, comment se fait-il que les pays occidentaux ont accepté qu'on emporte, qu'on exporte toute la dangerosité de l'uranium dans leur pays et bien sûr qui met leurs citoyens en danger, malgré que bien sûr, je reconnais qu'on a besoin de l'énergie, on a besoin de la lumière, etc., etc. Mais dans ce cadre, nous, les Nigériens,
Donc, nous demandons quand même, j'allais dire presque réparation de toutes ces choses, c'est-à-dire dire que, en fait, on a la pollution, on a les maladies, etc. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est inacceptable. Et d'autre part, nous posons aussi la question, comment se fait-il que les pays occidentaux ont accepté qu'on importe, qu'on exporte toute la dangerosité de l'uranium dans leur pays et bien sûr qui met leurs citoyens en danger, malgré que bien sûr, je reconnais qu'on a besoin de l'énergie, on a besoin de la lumière, etc., etc. Mais dans ce cadre, nous, les Nigériens, encore aujourd'hui, excusez-moi, nos enfants vivent de ce qu'on appelle, lisent leurs leçons avec ce qu'on appelle des lampes à pétrole. Donc, voyez-vous, on n'a pas du tout profité de notre uranium. Et cela est inacceptable, malheureusement. Inacceptable et incompréhensible. Donc, il y a aussi cette sensibilisation qui n'a pas été mise en place pour dire que l'uranium est dangereux. Ce n'est pas la peine de s'exposer inutilement. Et là aussi, on ne nous a rien dit. Ce qui fait que les gens sont restés et à récupérer des matériaux qui ont été utilisés à l'usine pour faire des constructions. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve des maisons contaminées. Heureusement que là, il y a un système qu'on a mis en place, qu'Areva a accepté de mettre en place, qu'on appelle les plans compteurs, pour reconstruire les maisons, pour détruire les maisons contaminées et les reconstruire. Donc, sur cet aspect, par exemple, il y a eu quand même une petite avancée. Et d'autre part, nous remercions largement, si vous voulez, la Fondation Rosa Luxembourg, qui nous a aidés dans le cadre de sensibilisation, où on a pu sensibiliser des enseignants, des étudiants, des universitaires, etc. Ce qui est extrêmement important pour nous autres et pour les pays, bien sûr. Et aujourd'hui, donc, on en est là, dans cette situation et qui s'est bien sûr soldée par la fermeture de Cominac. Et cette fermeture de Cominac, bien sûr, nous a laissé, comme je le disais tantôt, des millions de tonnes de terril, on ne sait pas comment les gérer. Donc c'est là où on en est. Et puis aussi, donc, la mine qui est là, qui est fermée, on ne sait pas comment la gérer. En tout cas, c'est une préoccupation nationale, voire même internationale. Voilà ce que nous pouvons dire. Et on vous remercie et nous vous souhaitons bon usage. Merci Al-Mostafa pour ce témoignage vidéo et de même que Amina, vous serez avec nous pour les questions éventuelles qui arriveraient concernant la situation à Arlit précisément. Du coup, comme vous le soulignez, ça devrait même être une préoccupation internationale parce que si le Niger est concerné, d'autres pays sont également concernés puisque l'uranium est également extrait en Afrique, donc dans ces pays-là, mais en Amérique du Nord, au Kazakhstan, qui est le plus grand producteur d'uranium depuis des années, en Russie, ou même, on l'a vu autrefois en France. En fait, partout, notre environnement naturel, nos moyens de subsistance des hommes ont été gravement affectés en fait par, voire détruits parfois par dans ces zones d'extraction. Et notamment, on peut s'intéresser, et c'est aussi ce qui est décrit dans l'Atlas de l'uranium, à la situation du Canada, qui historiquement est le plus grand producteur d'uranium. Et où les peuples autochtones sur les terres desquelles se trouvent les mines n'ont jamais eu les informations, comme ce que vient de nous témoigner Al-Mostafa, sur les dangers de l'exploitation de l'uranium et sur les conséquences de cette exploitation minière qui menace aujourd'hui leur santé. Mais comme on voulait finir aussi un petit peu sur une note positive et sur des choses plutôt agréable et en tout cas positif pour le mouvement antinucléaire, nous avons demandé un témoignage à Sean Isseroff, qui, comme je disais au début de
de la conférence est issu d'une des nations premières au Canada et qui a lutté et a mené une lutte victorieuse, on va dire, avec sa communauté contre l'implantation d'une mine dans le nord de la province de Québec. Donc, Sean nous a livré son témoignage par vidéo également. Il ne sera pas avec nous pour les questions en fin de conférence, mais son témoignage est assez fort pour nous donner espoir dans la lutte contre l'exploitation et l'implantation de nouvelles mines d'uranium. Great. Sean Eisler from Singashun. Msnis Notsin out EOSC. Nunskara de Metan Gabets Migan UFC Sadi Yamian ou Kamastek Kamaïs Sini out EOSC. Bonjour tout le monde. Mon nom est Sean Eisler. Je suis très content d'avoir un peu de temps de parler de notre succès contre un projet d'uranium ici dans notre territoire CRI en Baie James, en Québec, Canada. Puis, on voulait parler un peu de nos expériences dans la lutte contre la mine d'uranium. Puis, ça a vraiment commencé en 2006 avec l'exploration de Strateco. C'était la compagnie qui a commencé l'exploration. Puis, en 2010-11, c'est durant ce temps-là qu'on a reçu de l'information autour de ce projet par notre chef, puis aussi d'autres organisations dans notre région. Puis, avec cette information, on a pris une décision, puis ça a arrivé vraiment de nos jeunes de la communauté. J'ai travaillé comme le conseiller de chef de jeunes ici à Mississippi. Puis il y avait des étudiants dans l'école secondaire qui ont venu parler. Puis ils m'avaient dit qu'il y avait plus que 100 étudiants dans l'école en secondaire qui ne voulaient pas avoir ces projets-là. Ils ont signé un gros poster avec toutes leurs signatures, puis on l'avait donné au bureau. Puis j'ai discuté avec mes membres dans le conseil des jeunes. Puis on avait commencé la lutte contre ces projets-là. Puis on a organisé un événement qui s'appelle Ensemble contre Uranium en 2012. Puis après ça, c'est le temps qu'il avait beaucoup de momentum dans le média social avec les médias en Québec. On a reçu des invitations de parler après ces projets, notre opposition contre ces projets, puis les raisons d'être. Puis notre raison, c'est vraiment de garder notre culture, notre tradition ici pour nos jeunes, pour nos enfants dans le futur, qui peuvent faire encore la chasse dans nos lacs, dans le bois, puis de ne pas avoir des risques de contamination de la mine comme Strateco voulait dans nos territoires. Puis, autour de 2012 puis jusqu'à 2015, on avait fait une grande bataille contre ces projets-là. On a fait une grande marche en 2014 contre ces projets pour dire au gouvernement qu'on ne voulait pas avoir ces projets. C'était une marche de plus que 800 km de Mistissini jusqu'à Montréal. On avait une dizaine de jeunes ici à Mistissini, puis aussi quelques autres d'autres communautés dans notre nation CRI qui ont participé dans cette marche. Puis aussi les médias à très bien reconnaître cette marche-là. Puis il y avait dans les médias aussi, sur la télé, de parler de notre succès. Puis aussi dans la Cour suprême, ils ont dit aussi que l'acceptabilité sociale n'était pas là. Puis c'était le résultat dans la Cour au Québec, puis aussi la Cour suprême en Canada, que la mine le projet de Strateco, si il n'y a pas d'acceptabilité sociale avec la communauté de Mississippi puis la communauté autour, le projet va être pas en d'accord avec Canada puis aussi Québec. Puis il y a maintenant un moratoire sur des projets d'uranium ici à Québec.
Puis on est très content avec ces résultats-là. Puis c'est ça vraiment notre succès. C'est quelque chose aussi qu'on veut dire à d'autres nations, que si on travaille ensemble, on peut vraiment arrêter des projets de même. Je vais finir avec ça. Puis j'ai encore très privilégié d'avoir un peu de temps. Encore dire merci à Dr. Orstam, puis aussi les personnes qui ont participé dans la publication de la liste de l'uranium en français. Je vous dis merci parce qu'on va donner plus d'informations à d'autres mondes qui parlent français, qui peuvent lire l'histoire de l'uranium autour de la monde. Puis avec ça, puis l'éducation, d'avoir plus d'informations pour du monde, ça va vraiment nous aider pour arrêter des projets de même, même pas en Canada, pas juste en Canada, mais aussi dans d'autres pays. Merci pour le temps. Je vous souhaite tout le monde un bon 2022. Puis, oui, merci encore. Alors, soyez sûr qu'on a remercié Sean pour vous de son témoignage. Effectivement, on voit bien que c'est possible dans certains pays du moins que des collectifs se constituent et s'opposent à ces nouvelles et ces anciennes mines d'uranium. C'est le cas aussi dans d'autres sites en Australie, au Canada ou en Europe. Et ils sont aidés sur ce plan-là avec l'évolution qui était encore imprévisible il y a 10 ou 20 ans sur le fait que l'électricité d'origine nucléaire, qui a toujours été vantée comme étant particulièrement bon marché, ne l'est plus, est désormais inabordable et que le coût de l'uranium a vraiment par ailleurs extrêmement baissé et il n'y a plus grand intérêt pour les exploitants finalement à collecter et extraire de l'uranium au regard des coûts. Normalement, Heinz aurait dû nous présenter un petit peu plus en détail ces aspects économiques. Malheureusement, comme je vous l'ai signalé en début de conférence, il a eu un empêchement. Donc, je vais relaisser la parole à Charlotte du réseau Sortir du nucléaire, donc pour conclure un petit peu cette table ronde et revenir sur la situation française concernant l'exploitation des mines d'uranium et du nucléaire et des tendances actuelles, notamment d'un point de vue politique. Merci Anne-Lise. Effectivement, donc avant de revenir sur la situation en France, quelques éclairages par rapport à ce que tu évoquais. Effectivement, le marché de l'uranium connaît des bouleversements, mais c'est dans son ensemble tout le système énergétique mondial qui connaît également une évolution très profonde. Ce qu'on peut constater, c'est que depuis peu, la production d'électricité et d'énergie d'origine renouvelable a dépassé le nucléaire dans le monde et elle est promise dans tous les scénarios à devenir majoritaire et celle d'origine nucléaire à rester minoritaire. Quelques faits et chiffres à signaler. Le match entre nucléaire et énergie renouvelable semble être plié depuis un petit moment. Pour vous donner un exemple, en 2020, les investissements dans le nucléaire, ou plutôt les investissements dans les énergies renouvelables au niveau mondial ont été 17 fois supérieurs à ceux dans le nucléaire. Pourquoi ? Parce que tout simplement le nucléaire devient de plus en plus cher, tandis que les coûts des énergies renouvelables baissent de manière spectaculaire. Depuis 2009, le coût du solaire a baissé de 90%, celui de l'éolien de 70%, tandis que celui du nucléaire augmentait de 33%. Je parle en coût actualisé, bien sûr.
À partir de là, très rapidement dans les années 2010, à partir de 2011, l'éolien est devenu moins cher que le nucléaire, et à partir de 2013-2014, ça a été le tour de l'énergie solaire. Donc, partant de là, on peut tout à fait comprendre que les investisseurs ne se bousculent pas au portillon pour se précipiter sur une technologie qui est aussi chère, aussi risquée, qui en plus présente toutes sortes de risques, ne serait-ce que parce que la durée de construction est extrêmement longue, parce qu'il y a toutes sortes d'aléas qui renchérissent le coût des projets. On le voit maintenant, les projets nucléaires qui se font, ce sont ceux qui sont fortement soutenus par l'État ou par, en tout cas, des investissements publics. Et c'est aussi pour cela que, quand bien même le nucléaire serait inclus dans la taxonomie sur les investissements verts, ça ne veut pas dire que tout de suite on verrait des milliards affluer vers cette filière, parce que là, il s'agit d'investissements privés et les investisseurs privés n'ont pas très envie de se lancer là-dedans. Et donc, au niveau mondial, le nucléaire, si le nucléaire se maintient actuellement, c'est principalement du fait des constructions en Chine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même en Chine, le programme nucléaire est très en retard et il est doublé par les énergies renouvelables. La Chine a raté son plan quinquennal de 5 ans concernant le nucléaire, raté ses objectifs. Mais pour la seule année 2020, elle a installé presque autant de solaire et plus d'éolien que ce qu'elle était censée construire en 5 ans en termes de nucléaire. Voilà, même en Chine, qui est le pays où le nucléaire a le plus d'avenir, notamment parce que ce n'est pas un pays précisément très démocratique et où c'est beaucoup plus facile d'écraser une opposition locale, on peut voir que là aussi, le match apparaît plié. Pour revenir à la France, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister pour les personnes de la francophonie qui suivent cette présentation, c'est que, contrairement à certains clichés, non, les Français ne portent pas le nucléaire dans leur cœur, à la différence des Macron, Zemmour et Le Pen et compagnie. Il faut rappeler, ça va sans dire, mais que cette technologie nous a été imposée, sans débat avec les citoyens ou leurs représentants, que ce soit d'abord au tout début du programme nucléaire français, en 1945, lorsque le commissariat à l'énergie atomique a été créé. D'ailleurs, petite parenthèse, qui a été créé au départ pour faire de la recherche et pour faire la bombe. Le nucléaire, en tant que production d'électricité, est venu beaucoup plus tard. Ce qui permet de voir aussi les liens très très étroits finalement entre ces technologies et le fait que on peut se demander dans quelle mesure la nécessité, en tout cas affichée pour certains gouvernements, de conserver la bombe n'est pas une espèce de prétexte pour garder un programme nucléaire civil. Comme je disais, donc, en 1945, les citoyens n'ont pas été consultés. Le CEA n'avait de responsabilité que devant le président du Conseil. Quand le programme nucléaire massif que nous connaissons avec toutes les centrales qui parsèment aujourd'hui notre pays, qui sont en fonctionnement depuis les années qui ont été construites dans les années 70-80 ont été lancées. Ça a été encore une fois sans aucune concertation avec les représentants des citoyens sur le lit mort de Pompidou, donc dans le cadre du plan Messmer. Avec une petite anecdote où le président d'EDF raconte dans ses mémoires comment on l'a appelé un samedi matin pour lui demander combien de réacteurs il était en capacité de construire. Il a donné un chiffre en se disant « je vais donner quelque chose d'un peu élevé en espérant avoir peut-être j'aurai un peu moins ». Et c'est ce chiffre-là qui est passé. Donc, aucune consultation, aucune vision en termes de besoin, de ramener ça aux besoins, en fait, au lieu de ramener ça en produisant le plus possible. Et tous les présidents qui ont suivi, on l'a vu, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, que ce soit Mitterrand, que ce soit Chirac, Emmanuel Macron,
ont conservé cet attachement indéfectible au nucléaire. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler, comme je vous disais, les Français ne portent pas le nucléaire dans leur cœur. Donner les résultats d'un sondage Ipsos qu'on a dévoilé la semaine dernière, commandé par le réseau Sortir du nucléaire, 58% des sondés seraient prêts à voter pour une personne qui engagerait la France dans la sortie du nucléaire. Et par ailleurs, ce sont 87% des personnes interrogées qui, à des degrés divers, sont préoccupées par la manière dont le nucléaire est produit, par la question des déchets, par le risque d'accident. Il n'y a que 13% des personnes qui ne se sentent pas inquiètes du tout par le risque nucléaire. Et là-dedans, on trouve d'ailleurs une très forte proportion de personnes se réclamant de la droite radicale. Je vous invite à regarder le sondage, c'est très, très instructif. Et ces inquiétudes concernant le risque nucléaire, elles sont plus que légitimes, comme on le voit, qu'il s'agisse des risques qui sont détectés sur des réacteurs actuellement en fonctionnement, dont certains ne sont même pas parmi les plus anciens du parc, et déjà on observe des défaillances assez importantes. Elles sont légitimes, comme on l'a vu, au regard de la pollution et des nuisances qui surviennent, même en fonctionnement normal des installations du fait de l'extraction de l'uranium. Et donc, tout cela légitimerait de tourner le dos à cette énergie et de s'engager enfin dans autre chose. À ce titre-là, je pense que c'est très important d'arriver à répondre à toutes ces voix qui nous prétendent que le nucléaire serait une réponse au changement climatique. Il est important de rappeler à quel point c'est une aberration. Construire de nouveaux réacteurs, ça veut dire tabler sur une technologie qui est non seulement dangereuse et polluante, mais qui est également lente à développer, qui est sujette aux aléas, qui est extrêmement coûteuse, alors que l'urgence climatique exige que nous réduisions nos émissions extrêmement rapidement. Donc, à partir de là, ça veut dire tout simplement que l'on risque de rater nos échéances. Chaque euro investi dans le nucléaire fait défaut aux alternatives énergétiques, que ce soit la rénovation des logements ou le développement des énergies renouvelables, qui, elles, sont de vraies solutions. Donc, rappelons-le, tout ça, il s'agit d'une décision politique. Et un certain nombre de travaux ont été publiés ces derniers temps, qu'il s'agisse des travaux associatifs de Dégawatt ou des travaux très officiels de RTE qui montrent que se passer du nucléaire est compatible avec l'atteinte de nos objectifs climatiques et c'est compatible aussi avec une sûreté d'approvisionnement électrique. Donc, véritablement, la question, elle est politique. Elle n'est pas technique. Techniquement, on le sait, les moyens, ils existent, ils sont sur la table. La question, c'est quel monde nous voulons? Est-ce que nous voulons prolonger le recours à une technologie qui est dangereuse, polluante, qui nuit aux droits humains, ou est-ce qu'on veut prendre un virage pour évoluer vers un système énergétique qui est sobre, renouvelable, décentralisé, résilient face aux événements climatiques extrêmes et qui ne nourrit pas des rapports nord-sud inégalitaires. Donc voilà, normalement, ça devrait être à nous d'en décider. Merci beaucoup Charlotte pour conclure cette conférence. Je comptais un petit peu demander aux personnes qui étaient là quel avenir elles entrevoyaient au sujet de ce dont nous avons parlé aujourd'hui, donc à la fois des mines d'uranium, de la politique énergétique, etc. Mais je pense qu'on a pris un tout petit peu de retard et je pense que c'est important qu'on laisse le temps des questions parce qu'il y en a eu un certain nombre. Et du coup, je vais laisser la parole à Louiselle et bien sûr aux différents intervenants qui vont pouvoir répondre aux questions qui ont été posées. Louiselle, je te laisse mettre ta caméra et ton micro. Alors, pour mon micro, c'est bon, mais je n'ai pas le droit de mettre la vidéo. Ça me dit impossible de démarrer la vidéo. Donc, très bien. Eh ben, voilà. On va le faire avec la voix, alors peut-être. Ah non, ça non, y est. c'est bon. Voilà. Super, la technologie. Bonsoir. Parfait. Du coup, oui, j'ai un peu récolté les questions qu'il y avait dans le chat. Je vais commencer par une un peu généraliste avant de poser des questions plus précises à chacun et chacune des intervenants.
Une des premières questions qu'on a eues, c'était à propos de Bruno Le Maire qui allait au Kazakhstan en 2019 pour faire déclasser une forêt primaire pour exploiter des mines d'uranium. Et la personne voulait savoir si les intervenants et les intervenantes savaient où on en était sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait répondre à cette question? Je vous laisse soit me faire un signe, soit remettre votre micro. Sauf si personne ne veut répondre. Charlotte, super, merci. Moi, personnellement, je n'ai pas d'actualité par rapport à ça, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont présentes sur le chat qui suivent la question des mines d'uranium d'assez près, qui peuvent nous dire ce qu'il en est. En effet, je vais laisser un peu de temps pour qu'ils puissent répondre. J'enchaîne sur la prochaine question et je vous laisse répondre dans le chat si vous avez des éléments, sauf si d'autres personnes veulent prendre la parole au micro, mais je n'ai pas l'impression. Non? Eh ben alors, j'enchaîne avec la question. Il y a une question à propos de la proportion d'uranium pour les réacteurs français qui étaient importés avant 2001, mais Gunther a déjà répondu dans le chat. Je me permets quand même de le redire parce que je trouvais ça intéressant. C'est que c'est difficile d'avoir des éléments chiffrés avant 2001, mais on peut quand même rappeler que ça fait environ 35 ans que la France exploite des mines d'uranium au Niger. Donc, voilà, beaucoup. Ensuite, on avait une question directement pour Charlotte, qui était « Le réseau Sortir du nucléaire veut empêcher l'accord russo-français sur le combustible nucléaire avec Écodéfense Russie et des groupes antinucléaires allemands. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet-là » Ah, attends, ton micro est coupé. Voilà. Sur l'actualité de ce projet, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes allemandes qui suivaient le chat actuellement, donc qui pourront peut-être répondre plus précisément que moi. Effectivement, en fait, il s'agit d'un accord dont il était question depuis déjà quelques mois, concernant l'usine Areva de Lingen, en Allemagne, en Basse-Saxe. En fait, il s'agit d'une usine où est fabriquée une partie du combustible qui d'ailleurs est utilisé dans les centrales françaises, qui est la propriété qui est la propriété d'Areva, donc maintenant d'Orano, et qui connaissait certaines difficultés financières. Et le projet était d'effectuer une joint venture avec Rosatom, qui est l'entreprise d'État nucléaire russe, de manière à pouvoir reprendre l'usine et lui permettre de surmonter ses difficultés financières. Là, ce qui se passe, ce que j'ai compris, mais peut-être les amis allemands pourront compléter, c'est que le projet finalement est plus compliqué que cela, et heureusement parce que cela voudrait dire que Rosatom mettrait un pied en Europe, ce qui lui permettrait aussi de contourner certains accords. Ça voudrait dire aussi s'allier avec une entreprise que la France, qui par ailleurs critique la Russie sur d'autres points de vue, n'aurait pas de problème à s'allier avec une entreprise d'État qui est pourtant très problématique. Et donc, c'est comme ça qu'une mobilisation a été mise en place l'an dernier, qui regroupait à la fois donc le réseau Sortir du nucléaire, toute une série de collectifs allemands et également des militants russes que l'on salue par ailleurs, parce que les conditions pour s'exprimer en Russie contre le nucléaire et même pour les militants en général en Russie deviennent de plus en plus difficiles. Voilà. Pareil, même question. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose ou je peux passer à la question suivante? Bon, ça me paraît bon. Une question pour Al-Mustafa.
Il y a eu, il y a eu l'accident mi-janvier dans la mine de Cominac à Arlit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du bilan de cet accident et quelles sont les conséquences sur le démantèlement? Ah, attendez, il faut réactiver votre micro, s'il vous plaît, Al-Mustafa. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Ok, donc je disais merci, on remercie beaucoup les organisateurs et je salue l'ensemble des gens qui suivent un peu donc cette chat-là. Voilà, donc pour répondre à la question, oui, malheureusement, donc il y a eu un accident mortel au niveau de démantèlement de l'usine de Cominac et qui s'est soldé par, j'allais dire, des morts et un Français et un Nigérien et puis 3 blessés qui sont actuellement donc à l'hôpital. Mais en réalité, ce qui est déplorable, c'est que c'est prévisible cet accident. L'accident s'est passé le jeudi. Nous, on était en tournée là-bas donc les vendredis. Pardon, les jeudis avec les députés. Il y a la commission qui s'occupe, la commission, donc j'allais dire, parlementaire des industries extractives, qui était en tournée là-bas pour visiter la Soumaïr, la Cominac et Imraran. Donc, les jeudis, on était à Cominac, et tout juste là où il y a eu l'accident. Donc, l'accident s'est déroulé donc, à la Termie après broyage, pour ceux qui le savent. Et le jour où on est passé, donc, j'ai aperçu quelqu'un qui est en altitude, en amont, quoi, à peu près à 15-20 mètres de sur la Termie, qui a été déshabillé de tous ces des machins qu'il a tenait, c'est-à-dire les bandes, les ferrailles, etc. Parce qu'elle a été totalement déshabillée, ça a été coupé. Et j'ai aperçu un individu qui marche là-bas. Et en même temps, donc en bas, il y a des marteaux-piqueurs qui étaient en train de casser des bétons en bas. Et je disais que, mais ça là, est-ce que honnêtement, c'est grisant? Parce que quand je parle de marteaux-piqueurs, il faut dire aussi que ce n'est pas des marteaux-piqueurs tenus par des humains. En fait, c'est de gros engins, c'est la même grue. C'est des grilles qui ont multifonctions, c'est-à-dire tantôt elles sont marteaux-piqueurs, et tantôt elles sont pinces coupantes, et tantôt elles sont grilles. Donc déjà, je pense que c'est un matériel qui n'est pas adapté, à mon avis, à ce genre de travail. Bon, je ne suis pas tellement technicien, mais ça ne m'inspire pas confiance. Quand je connais un peu la manipulation des choses, la poussière à l'endroit, l'hydraulique qui n'est souvent pas très efficace, etc., etc. Donc, j'ai attiré un peu leur attention. Donc, on s'est chamaillé un peu parce que je leur dis, bon, en fait, il n'y a pas d'arrosage, il n'y a rien, il y a des poussières, etc. Bon, cet arrosage qui manquait, il faut dire aussi que par exemple, il y a la radioactivité, bien sûr, la radioactivité, mais aussi il y a la poussière où on ne voit pas bien. Donc, mais surtout, moi, ce qui me préoccupait, ma préoccupation, c'était la radioactivité. Donc, vraiment, en fait, pour conclure, j'allais dire, il y a de la négligence. Et puis, le jeune Nigérien qui est décédé, c'est un ami intime à mon fils. D'ailleurs, la veille de son décès, ils étaient ensemble. Donc, vraiment, je suis vraiment désolé, à mon avis, qui ne devrait pas être dans ces chantiers. Dans un chantier, d'ailleurs, mal organisé et sans aucune expérience. Bon, comme j'ai dit, voilà, le chef de ce jeune homme, c'est un chef d'une entreprise qui n'a aucune expérience. Je ne sais pas comment les gens l'ont accepté dans ce travail-là. Donc, c'est déplorable. Bien sûr, maintenant, à cela s'ajoute toute la pollution durable qui va rester éternellement au Niger. Je ne sais pas, moi, c'est 30 millions de tonnes d'utéril, et puis la ferraille, etc., etc. Voilà ce que je peux dire de cette tragédie déplorable qui s'est déroulée donc, à Cominac. Mais ce n'est pas fini, parce que dès le départ, nous avons dénoncé cette méthode de faire le réaménagement de la fermeture de Cominac. Nous l'avons dénoncé, mais personne n'a voulu nous écouter.
Et malheureusement, ça continue. Et je pense que jusqu'à présent, les gens n'ont pas pris conscience. Parce que là, ce que j'entends localement, on dit « Ah, le jeune homme n'a pas respecté le Conseil de sécurité ». C'est tout ce qu'on dit. On ne dit pas qu'il y a une absence d'une organisation, une absence de professionnels en la matière. Je ne sais pas, moi, vraiment, je suis désolé. Voilà ce que je peux dire enfin. Merci. J'aurais peut-être une autre question. Il y a quelqu'un qui faisait remonter dans le chat que le Niger serait prêt à exploiter l'uranium à condition que cela rapporte directement au pays et à ses habitants et avec des consignes de sécurité plus importantes, en faisant plus attention. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ce qu'il faut dire, les Nigériens, comme l'a dit quelqu'un qui nous a précédé, en fait, la population du Niger n'est jamais consultée pour l'exploitation de l'uranium. Et aujourd'hui, je vous dis, 95% des Nigériens ne savent même pas si on produit de l'uranium au Niger. Donc, il n'y a pas de consultation. On vient, on nous impose. Aujourd'hui, on est là en train de faire des essais pour l'Ixi en City qu'on a dénoncé, qu'on a refusé pendant des années. Des choses qu'on a fait en Mongolie ou je ne sais pas, en Kazakhstan, où il y avait toujours que des dictateurs. Et c'est ça qu'on veut nous imposer. Donc, moi, je ne m'inscris pas dans la question si on veut ou s'il y a sécurité ou pas, parce qu'il y a sécurité ou pas, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, les Nigériens, dans leur esprit, quelques-uns pensent qu'il faut qu'ils profitent de leur uranium. Maintenant, la sécurité, comment la garantir? Parce que la sécurité, c'est quand même un mot très large. Il faut voir, il y a la sécurité au travail, il y a la sécurité tout court, c'est-à-dire sur le plan sécuritaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des enlèvements dans les sociétés minières et aujourd'hui, tous les Français qui vivent là-bas vivent dans des bunkers. Dans des bunkers, ils ne sont pas, ils n'ont droit à rien. En tout cas, vraiment, c'est des prisonniers qui ne disent pas leur nom, quoi. Vraiment, je ne sais pas, cette histoire de nucléaire-là, pour qui on prend le monde, quoi. Quand vous voyez la situation que vivent, en tout cas, quelques expatriés qui sont à Arlit, mais vous n'allez pas vous empêcher d'avoir des larmes aux yeux, quoi. Voilà ce que je peux dire malheureusement dans la situation. Maintenant, sécurité, comme je l'ai dit, je ne sais pas quelle sécurité on va nous garantir puisqu'on ne veut rien nous donner. Aujourd'hui, on est condamné par cette histoire. L'uranium ne se vend pas, les prix a baissé, etc. Donc, je ne vois rien venir puisque ça ne se vend pas. Les prix ont chuté. Mais la sécurité va venir où? La sécurité, c'est l'argent. Le développement, c'est de l'argent. Puisqu'on veut prendre l'uranium, on ne veut même pas payer correctement les salaires. On ne veut pas soigner les gens. Je ne sais pas quelle sécurité on va nous garantir. Bon, tout à l'heure, vous l'avez dit vous-même, quelqu'un l'a dit, que le prix est en train de chuter. Donc, ça ne va jamais se vendre. Et d'ailleurs, l'uranium ne s'est jamais vendu à sa valeur énergétique. Et encore aujourd'hui, on continue à nous faire croire que les prix baissent. Je ne sais pas qui est acheteur, qui est producteur. Parce que c'est Areva producteur, Areva acheteur, Areva producteur comment on appelle, Areva, je vais dire Orano. Ils sont producteurs des nucléaires aussi, en même temps, des réacteurs. Donc, je ne sais pas, en fait, quelle sécurité. Je ne vois pas la sécurité qu'on peut nous garantir. Je suis vraiment désolé. Merci Al-Mustafa. On va peut-être passer à d'autres pays. Il y avait une question qui demandait si Rosatom n'avait pas déjà un pied en Finlande et en Hongrie en particulier. Est-ce que quelqu'un a des éléments de réponse là-dessus ? Peut-être comme tout à l'heure, si nos intervenants ne sont pas forcément spécialisés sur la question, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Et je vais passer à une question suivante à Raphaël. La France semble moins démocratique que la Chine dans l'organisation d'un coup d'État au Niger et semble aussi pratiquer la corruption gouvernementale. Peut-on porter plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas juriste et je ne sais pas exactement quelles sont les conditions requises pour porter plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a une autre cour internationale qui est la CPI, devant laquelle
il y a quelques occasions, sans doute, la France aurait pu être traînée, pas forcément à propos du Niger, mais par exemple lorsque ces soldats tirent sur les civils ivoiriens en 2004, ou ce genre de choses. Mais comme on le sait, la Cour pénale internationale ne gère que les crimes commis par les pays, on va dire, les moins puissants, à ce jour en tout cas. Voilà, mais pour ce qui est de la Cour européenne des droits de l'homme, il faudrait demander à un juriste, très, très sincèrement, je n'en sais rien. D'accord, eh ben, merci pour cette réponse. Je vais revenir à Charlotte parce qu'on a une question un peu sur les Français et leur critique vis-à-vis du nucléaire. La question, c'est est-ce que les Français voteraient pour un candidat qui propose d'en sortir et quelle priorité à cette question dans le débat public, pardon. Est-ce que la taxonomie de la Commission est discutée dans le grand public? Et je ferai la suite de la question après, je te laisse peut-être déjà répondre à ça. Alors, ça fait beaucoup de choses à la fois. Est-ce que les Français voteraient pour quelqu'un qui est pour la sortie du nucléaire? Comme on le disait dans le sondage là, qui a été publié la semaine dernière, 58% des personnes sondées sont prêtes à voter pour une personne qui engagerait la France dans la sortie du nucléaire. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça nous montre qu'il y a quand même une majorité de Français qui sont sur cette option-là, alors même que la désinformation n'a jamais été aussi forte et que les attaques du lobby n'ont jamais été aussi intenses, que ce soit par la voix donc des différents partis qui prônent le nucléaire ou par différentes structures qui ont été créées pour diffuser une forme de propagande, on peut le dire, faisant penser que le nucléaire serait indispensable. Quant à la question de comment hiérarchiser la question du nucléaire par rapport aux autres enjeux, malheureusement, je pense que là, les Françaises, Français qui suivent avec moi la conférence sont un peu du même avis. C'est quand même assez difficile d'exister dans le débat actuel quand on voit tout ce qui se profile en termes à la fois d'enjeux, sachant que les questions sanitaires prennent le premier plan, que les questions, on va dire, très identitaires prennent le premier plan, que on a un débat qui est tiré très, très à droite par le temps de parole très important donné à certains candidats. Donc, voilà, c'est une tendance de fond que les Français souhaitent sortir du nucléaire. Après, est-ce que le débat est placé au bon endroit? Ça, c'est une autre question. Quant à la taxonomie, malheureusement, là, je vois que dans le chat, je reconnais pas mal de militants allemands ou autrichiens. Si, outre-Rhin, en tout cas, la taxonomie fait l'objet d'un traitement médiatique très, très intense, très suivi, malheureusement, en France, ça c'est beaucoup moins le cas, et ne serait-ce que parce qu'en France, on s'intéresse assez peu à malheureusement, à ce qui se déroule hors des frontières. Mais en tout cas, dans le débat français, il y a eu nombre d'interventions de ministres qui ont plaidé pour l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie, y compris donc Bruno Le Maire qui a signé une tribune avec plusieurs ministres européens il y a quelques mois. On a eu également une intervention de Thierry Breton, qui est un commissaire européen au marché intérieur, donc c'est même pas le rôle en fait de prendre normalement position sur des enjeux environnementaux comme ça, qui devrait normalement avoir une position, ne pas mélanger sa position de Français, nommé par un gouvernement très favorable au nucléaire, et son rôle de commissaire européen, et qui a plaidé pour l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie. Voilà, donc malheureusement, comme je disais, le débat est pollué en fait par la place très importante donnée à des prises de parole en faveur du nucléaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la
questions? Moi, je pense que oui. Si la personne qui l'a posé trouve aussi, tant mieux. Alors, je refais le tour, hein, juste une petite seconde sur toutes les questions qu'on a eues. On a certaines qui ont été répondues dans le chat et la personne dit que tu as absolument répondu à la question. Et ben, je vous propose de finir par une question qui s'adresse à vous tous et vous toutes, qui serait de savoir comment la publication de l'Atlas va contribuer, pardon, et peut être liée à ce débat qu'il y a actuellement en France autour du nucléaire et de la sortie du nucléaire. Je veux bien en parler, mais je préfère laisser la parole aux autres intervenants qu'on peut parler. Bien sûr. Peut-être pour aider éventuellement Amina ou Al-Mostafa ou d'autres à répondre à cette question, c'est au-delà de ce que ça pourrait aider la politique française. Peut-être, est-ce que vous pensez que à la publication de cet atlas et ce qu'on va pouvoir le diffuser en France va pouvoir vous aider, vous, dans vos combats localement au Niger et qu'est-ce qu'on peut faire, nous aussi, pour appuyer vos combats là-bas et en quoi cet atlas va pouvoir nous aider à communiquer sur le sujet. Amina, Al-Mostafa, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le sujet? J'ai comme eu l'impression qu'il y a Al-Mostafa qui est en train de parler, mais son micro est coupé. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Peut-être que si vous voulez prendre la parole, vous pouvez dire quelque chose et puis on redonnera la parole à Al-Mostafa après. D'accord, en fait, moi, ce que je vais dire, c'est surtout par rapport à quand, comment il s'appelle, Annelise, je crois, hein? Et oui, en fait, quand elle parle de la communication, je pense que la communication, elle ne se fait pas, parce que nous, là, on est en train de parler dans une réunion Zoom, et que s'il faut faire une publication sachant que la majorité de la population nigérienne est analphabète, peut-être que ce qu'il y a lieu de faire, c'est, je ne sais pas, peut-être avec agrément, c'est un truc qu'il faut faire sur place avec la population, pas avec juste peut-être, je ne sais pas, une sorte de résumé qu'on balance sur Internet ou à la télévision. Mais peut-être ce qu'il faut faire, c'est une action sur place avec la population. Et moi, c'est peut-être tout ce que je peux dire. Et peut-être ce que j'ai vu qui a beaucoup marché, par exemple, moi, quand j'ai fait mon film, et que c'était un film qui était fait en langue, par exemple, pendant les projections, j'ai eu, par exemple, des retours de certains intervenants qui étaient là après la projection. Et en fait, je me dis que c'est plus des rencontres comme ça qu'il faut. Vraiment impliquer la population dans ce genre de choses-là. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si Al-Mostafa a quelque chose à rajouter. Apparemment, ce n'est pas le cas. Pas l'empêcher, mais Charlotte, tu voulais un petit peu peut-être répondre quand même sur les apports de l'Atlas sur le mouvement et la politique française.
Du coup, je te laisse nous en dire quelques mots et puis après, on va clore ce webinaire et cette discussion pour pas prendre toute la place sur le fil Facebook et autres de la Fondation. Vas-y, Charlotte, et puis on conclura après ton propos. Pour le résumer rapidement, en fait, cet atlas, les informations qu'il contient, nous permettent de tordre le cou aux principales idées reçues sur le nucléaire en France. L'idée reçue d'un nucléaire propre, on le voit avec la pollution des mines d'uranium, une pollution qui va persister pendant des millénaires. Le mythe d'un nucléaire complètement décarboné, alors même que l'extraction de l'uranium, elle ne se fait pas par magie, elle nécessite aussi des énergies fossiles et l'extraction de l'uranium est pour une très très grande part dans les émissions certes peu élevées, mais néanmoins non nulles du nucléaire. Le mythe, bien sûr, de l'indépendance énergétique de la France grâce au nucléaire, quand on voit que tout l'uranium est désormais importé. Le mythe aussi d'un nucléaire qui est garant on va dire, d'un système social grâce auquel tout va bien et sinon ce serait le chaos. Quand on voit finalement ce que signifient les rapports de force géopolitiques, ce que signifient les inégalités générées, ce que signifient les atteintes aux droits humains générées par l'extraction de l'uranium, ça montre que le nucléaire n'est pas la pierre angulaire d'un système social bienveillant et juste comme le prétendent certains. Voilà, et j'ai envie de dire maintenant, c'est à nous toutes et tous de nous saisir de cette publication et d'arriver à la diffuser autant que possible, à faire connaître. N'hésitez pas à vous en servir pour interpeller les gens, n'hésitez pas à l'offrir, j'allais dire en cadeau de Noël, Noël est passé, mais en tout cas en cadeau d'anniversaire à des gens que vous connaissez. N'hésitez pas à la mettre entre les mains de vos amis jancovicistes pour arriver à faire dézoomer, en fait, qu'on ne dise pas juste, oui, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre, donc paf, c'est parfait, c'est bon. Non, oui, le nucléaire émet peu de gaz à effet de serre, mais d'une part, ce n'est pas une réponse au changement climatique, et d'autre part, il pose d'autres problèmes considérables en termes de pollution, de droits humains et tout cela. Donc, voilà, j'ai envie de dire aux personnes qui nous suivent encore, n'hésitez pas à vous en saisir. Merci beaucoup, Charlotte. Tu as très bien conclu sur ce qu'il faut faire par la suite avec cet atlas. On espère que ce qui a pu être dit et partagé dans ce laps de temps un petit peu court qu'on avait ce soir vous a été utile, que vous irez tous voir les liens et les documents qu'on vous a proposés en complément de nos interventions et des interventions de toutes les personnes qui étaient présentes. Alors, certains des intervenants ont dû partir parce qu'ils avaient d'autres réunions. Donc, vous voyez encore ceux qui sont présents ici. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Malheureusement, on ne peut plus prendre de questions. Je vois qu'il y en a d'autres dans le chat. Éventuellement, certains de nos intervenants pourront vous répondre ou vont vous répondre en message privé ici. Voilà, je crois que certains ont été identifiés comme déjà des personnes que certains d'entre nous connaissent. Donc, vous allez recevoir des réponses à ces questions. Et puis, bien entendu, tout ça reste disponible, la vidéo d'aujourd'hui, les documents, etc., dans notre boutique et sur le site du réseau Sortir du nucléaire et bien sûr sur le site de la Fondation Rosa Luxembourg. En tout cas, merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous.